Le 7 février 1898, dans un climat de guerre civile, le procès Zola s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Quelques mois auparavant, Émile Zola était sollicité par l'écrivain israélite Bernard Lazare afin de faire éclater publiquement l'innocence du capitaine Alfred Dreyfus. Lazare lui affirme que Dreyfus a été condamné illégalement pour espionnage au service de l'Allemagne. En effet, au Conseil de guerre siégeant à huis clos, les juges ont eu communication d'un dossier secret accablant pour Dreyfus et sans que l'accusé ni son défenseur en ait eu connaissance. 2 ans après la déportation de Dreyfus au bagne de l'île du Diable, le nouveau chef du 2e bureau, le colonel Picquart, découvre le nom du vrai coupable. C'est un commandant d'infanterie nommé Valsin Esterhazy. Picquart communique son rapport à son supérieur, le général Gons. Gons lui ordonne de garder un silence absolu sur toute cette affaire. Picquart se confie néanmoins à un de ses amis, l'avocat Maître Leblois. Et Maître Leblois informe à son tour Zola. Zola est d'abord réticent, se montre hésitant. Retenu par sa femme Alexandrine, son épouse depuis 25 ans, il est pourtant poussé en avant par Jeanne Rosereau, une ancienne lingère devenue à présent sa maîtresse et la mère de ses 2 enfants. Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred Dreyfus, accuse enfin publiquement le commandant Esterhazy. Et ce dernier comparaît à son tour devant un conseil de guerre. Après une enquête de complaisance menée par le général Depellieux, Esterhazy est acquitté à l'unanimité. C'est alors qu'indigné, Zola écrit sa lettre au président de la République. « J'accuse, dans l'Aurore, le journal de Georges Clemenceau. » Zola accuse tous les généraux de l'état-major d'avoir condamné un innocent et fait acquitter par ordre un coupable. Par ce moyen révolutionnaire, Zola a voulu se faire traduire lui-même en cour d'assises afin d'ouvrir à nouveau l'affaire Dreyfus, mais cette fois-ci non à huis clos, mais au grand jour. L'état-major se méfie. Il assigne Zola sur 15 lignes seulement de son article, afin d'éliminer tout ce qui serait prétexte à aborder l'affaire Dreyfus au cours du procès. Dès l'ouverture des débats, le président refuse toute question se rapportant à l'affaire Dreyfus en clamant « La question ne sera pas posée ». Pourtant, très vite, Zola et surtout son défenseur, Maître Laborie, parviennent à faire sauter les barrages opposés par l'état-major. Ils font sortir de leur gonds tous les généraux, afin que ceux-ci abordent d'eux-mêmes l'affaire Dreyfus. Cette affaire Dreyfus dont il est interdit de parler. Et tour à tour sont désarçonnés par Laborie le général de Boisdeffre, chef d'état-major, le général Gons, son subordonné immédiat, le général Mercier, ministre de la guerre lors de la condamnation de Dreyfus et qui a commis la forfaiture. Il faut charger le colonel Picquart par qui tout est arrivé et qui est aujourd'hui en disgrâce. C'est ainsi que le lieutenant-colonel Henry, qui l'a remplacé à la tête du 2e bureau, affirme qu'il a surpris Picquart montrant dans son bureau un dossier secret à un civil, Maître Leblois. Réclamant aussitôt la parole, Zola demande alors à Henry si ce dossier n'était pas en vérité le dossier secret qui a permis de faire condamner Dreyfus à son insu. Henry, troublé, nie. Il nie qu'il s'agisse du dossier Dreyfus. Et pourtant, cette fois-ci, personne n'est dupe. Il apparaît enfin, au cours de l'audience, que le général Depellieux, qui était chargé de l'enquête lors de l'affaire Esterhazy, a conduit une enquête partisane qui tendait en réalité à disculper Esterhazy. Je vous remercie, général, vous pouvez disposer. L'audience est levée. Voilà la caste. C'est vraiment tout un monde. Eh oui. Mais bravo, Zola. Hein. Excellente votre intervention devant Henri. Oui, votre intervention sur le dossier secret, excellent. Vous croyez? Absolument. Ah, il commence à m'échauffer les oreilles. Il se croit tout permis, ces messieurs du service. Pellieux, ils vous ont joué. Moi? Ouais. Ils vous ont fait reconnaître que votre opinion était faite sur Esterhazy avant l'enquête. Et vous, Henri, quelle idée d'aller parler d'un dossier secret? Mais la communication d'un dossier à un civil, c'est la condamnation de Picquart, mon général. Oui, mais en parlant d'un dossier secret, vous évoquiez l'affaire Dreyfus. Et la défense a saisi l'occasion. J'avais la fièvre, mon général. Mais quoi? Mais j'ai nié qu'il s'agissait du dossier Dreyfus. Et personne ne vous a cru. De toute façon, c'était une erreur de parler de ce dossier secret. Moins on en parle.
Oui, en effet. Bien que ça regarde Mercier. Les aveux de Dreyfus ratés. Paty qui fait le clown. Ah, je veux plus le revoir, celui-là. Vous, Henri, délirant. Vous, Pellieux, démolissant vous-même votre enquête sur Esterhazy. Vous savez qui triomphe en ce moment? Eh bien, c'est Picard. Vous devez concentrer vos feux sur Picard. Mais avant qu'il ait eu le temps de parler. À la prochaine séance, c'est vous qui attaquez, Pellieux. Tâchez de vous rattraper. Vous, Gonze, vous reprenez. Vous, Henri, vous enchaînez. Il faut qu'ils comprennent que l'état-major est un bloc indestructible. Monsieur le Président, c'est spontanément que je viens compléter mon témoignage d'hier. Je suis indigné, et je dois le crier. Monsieur les jurés, c'est à vous que je m'adresse. Tout est étrange dans cette affaire. Enfin, monsieur Émile Zola a bien accusé le Conseil de guerre de 1897 d'avoir acquitté par ordre un coupable. C'est pourtant là l'essentiel. Et c'est exclu des débats. Je demande la parole. Je demande à continuer ma déposition sans être interrompu. Continuez, général. Quand on accuse 7 officiers, dont plusieurs ont versé leur sang sur le champ de bataille, pendant que d'autres étaient je ne sais où. Où sont les criminels? Général de Pellieux, il y a différentes façons de servir la France. Par l'épée et par la plume. Je lègue à la postérité le nom du général de Pellieux et celui d'Émile Zola. Elle choisira. Alors Monsieur le Président, je ne répondrai pas. Vous en avez terminé, général? Oui, Monsieur le Président. Mais je serai sur la brèche jusqu'à la fin. Je vous remercie, général. Vous pouvez vous retirer. Quel est votre prochain témoin, maître Laborie? Monsieur le Président. Oui. Le général Gonse et le colonel Henry sont là. Le général Gonse et le colonel Henry, oui. Que veulent-ils? Ils demandent à compléter leur témoignage. Je m'y oppose. Monsieur le Président, au nom du gouvernement, je m'oppose à l'opposition de maître Laborie. Monsieur le Président, ce n'est plus un procès, c'est un défilé militaire. Dont la défense désire entendre monsieur le colonel Picard. Après le général Gonse et le colonel Henry. Non, monsieur le Président, avant. Maître Laborie, c'est le président qui dirige les débats. Le président dirige les débats, mais il ne dirige pas la défense, monsieur l'avocat général. Je demande l'audition de monsieur le colonel Picard. Eh bien, soit. Mais je vous prierai, maître Laborie, de modérer votre ton. J'exprime mon plus profond respect pour la Cour, monsieur le Président. Faites entrer le colonel Picard. Monsieur le colonel Picard. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Maître, vous pouvez poser vos questions. Colonel Picard, comment avez-vous découvert que l'auteur du bordereau attribué au capitaine Dreyfus était en réalité le commandant Esterhazy? En juin 1896, un de nos agents nous a remis un pneumatique émanant d'une puissance étrangère et demandant des informations à un officier français. Ce petit bleu était adressé au commandant Esterhazy. J'ai procédé à une enquête. Je me suis procuré des lettres du commandant Esterhazy. Je les ai comparées au bordereau attribué au capitaine Dreyfus. Les écritures étaient identiques. D'autre part, les renseignements recueillis sur la vie privée du commandant Esterhazy ont étayé ma conviction. Qu'avez-vous fait alors? J'en ai référé à mes supérieurs. C'est-à-dire? Au général Gonse, sous-chef d'état-major. Et qu'en est-il résulté? Dans un premier temps, il m'a demandé de poursuivre l'enquête. Et c'est ce que vous avez fait? Oui. Avez-vous pu la poursuivre jusqu'au bout? Non. Pourquoi? En août 1896, je fus envoyé en mission. Où? D'abord sur la frontière allemande, ensuite sur la frontière italienne, et enfin en Tunisie. Ainsi donc, vous n'êtes jamais retourné au service dont vous étiez pourtant toujours le chef. C'est exact.
Colonel Picard, après votre départ du service des renseignements, vous avez été la victime de machinations venant du service. À quoi les attribuez-vous? À la volonté de m'empêcher d'établir la culpabilité d'Esterhazy. Et ces machinations, qui en était l'auteur? L'exécutant, le commandant Esterhazy. Lui seul? Il a eu des complices. Au bureau de la guerre? Certainement. Monsieur Dupaty de Clam? Le colonel Henry? D'autres? Est-on allé plus loin? Comment cela? Lorsque vous étiez dans le sud, le secteur était-il dangereux? Ce n'est pas un des endroits les plus sûrs. Messieurs les jurés ont compris. C'est là qu'est mort monsieur le marquis de Morès, tué dans une embuscade. Je vous remercie, colonel Picard. Vous avez terminé, maître Laborie? Pour l'instant, oui, monsieur le président. Je demande seulement au colonel Picard de demeurer dans la salle. Très bien. Je vous remercie, colonel. Vous pouvez vous retirer. Nous pouvons donc entendre maintenant le colonel Henry. Bien entendu, monsieur le président. Colonel Henry, je vous prierai de revenir à la barre, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Je réaffirme que le colonel Picard a communiqué un dossier secret à un civil, maître Leblois. Vous êtes absolument sûr qu'il s'agissait d'un dossier secret? Oui. L'avez-vous reconnu? Bien sûr, il portait mes propres initiales. Qu'avez-vous à répondre, colonel Picard? C'est faux. Je n'ai jamais eu le dossier secret en présence de monsieur Leblois. Colonel Picard, je vous prie de revenir à la barre, s'il vous plaît. Colonel Henry, maître Leblois était-il là quand vous êtes entré dans le bureau du colonel Picard? Oui. C'est faux. Oui. Même que le dossier était ouvert. Le dossier secret. Et même qu'une pièce en sortait. La pièce où il est écrit cette canaille de dés. Cette canaille de dés, enfin, les entendre, vous avez entendu On cela? doit intervenir tout à l'heure. Picard montrait à maître Leblois. C'est faux. Je maintiens. J'oppose le démenti le plus formel. Il y a bien la pièce cette canaille de dés dans le dossier secret. Mais jamais je ne l'ai montré à un civil. Dans le bureau, il n'y avait que vous et moi. Je maintiens que maître Leblois était là et que le colonel Picard en a menti. Allez-y si vous osez. Mentez, Henri. Alors, messieurs, vous êtes en désaccord tous les deux. Comment? Voilà un témoin insulté par un autre témoin, et le président dit seulement les témoins sont en désaccord. Ah, je vous en prie, maître, hein? Je comprends très bien qu'on me pousse à bout, j'en ai l'habitude. Messieurs les jurés, vous voyez ici des hommes comme le colonel Henry porter contre moi des accusations odieuses. Eh bien, messieurs les jurés, savez-vous pourquoi tout cela s'est fait? Le colonel Henry, le colonel Dupaty de Clam, sous la direction du général Gons, ont reçu du colonel Sander le soin de défendre le service contre toute attaque, ne voulant pas que la lumière soit faite sur l'affaire Dreyfus. Moi, j'ai pensé autrement lorsque j'étais à la tête du service. J'ai cru qu'il y avait une meilleure manière de défendre une cause que de se renfermer dans une foi aveugle. J'ai été abreuvé d'outrage. Parfaitement. J'ai été attaqué dans mon honneur sans pouvoir me défendre. Demain, je serai peut-être chassé de l'armée, qui est toute ma vie. Cela ne m'a pas arrêté lorsque j'ai pensé que je devais rechercher la vérité et la justice. Je l'ai fait pour rendre un grand service à mon pays et à l'armée. J'ai fait mon devoir d'honnête homme. Voilà ce que j'avais à dire. À mon tour. C'est intolérable. Le colonel Picard vient de dire que le service du colonel Sander, chef du bureau avant le colonel Picard, nous avait légué une succession sur une affaire D. Il n'a jamais été question de cela, colonel Picard. Je maintiens, colonel Henry. Je maintiens que vous en avez menti. Messieurs, je demande la parole.
Vous avez la parole, général. Je confirme en tout point ce qu'a dit le colonel Henry. Le colonel Henry n'a jamais été l'exécutant d'une machination dont je serai le chef d'orchestre. Mon général. C'est tout le service qui est une machination. Alors, je ne veux pas de manifestation. C'est intolérable. Non, voulez-vous intervenir, s'il vous plaît? Garde, intervenez. J'exige le silence le plus absolu. Silence! Tout le monde assis. Silence! L'incident est clos. Non, Monsieur le Président, j'ai une question à poser. À qui? Au colonel Henry. Très bien. Colonel Picard, je vous remercie. Vous pouvez vous retirer. Maître, nous vous écoutons. Colonel Henry, vous avez menti. Monsieur l'avocat, je vous permets pas. Hier ou aujourd'hui, vous avez menti. Monsieur l'avocat, je ne mens jamais. Pardon? Hier, aux questions posées par M. Zola, vous avez bien affirmé que le dossier secret qui était sur le bureau du colonel Picard ne concernait pas l'affaire Dreyfus. Or, il apparaît aujourd'hui qu'il la concerne, puisque vous dites vous-même qu'il contenait la pièce, cette canaille de D. C'est la pièce qui a fait condamner Dreyfus. Alors, quand avez-vous menti, colonel Henry? Eh bien, puisqu'on le veut, allons-y. Le dossier était sur la table, entre les colonels Picard et Maître Leblois. Il était ouvert. Une pièce en sortait. Cette pièce, je l'ai reconnue. C'est celle adressée par une puissance étrangère à une autre puissance étrangère et où il est question de cette canaille de dés. Henry! C'était le dossier Dreyfus. Colonel Henry, je vous interdis. En 1894, en novembre, le colonel Sanders m'a dit « Il faut que vous recherchiez tout ce qui a trait aux affaires d'espionnage. » J'ai recherché 8 ou 9 pièces, dont celle que je viens de mentionner. Sanders alors m'a dit « J'ai un dossier encore plus complet. Une pièce accablante. Je l'ai vue. Il avait juré de ne pas en parler. Je n'ai plus rien à dire. Ce dossier est le dossier secret communiqué secrètement au Conseil de guerre pour condamner Dreyfus sur une simple initiale à l'insu de la défense. Ce dossier n'a jamais été communiqué à quiconque. Entre hier et aujourd'hui, colonel Henry, vous vous êtes déjà parjuré une fois. Nous ne pouvons plus vous croire. Je demande une audition capitale. Laquelle? Celle de Maître Demange, avocat de Dreyfus devant le Conseil de guerre. Maître Demange figure-t-il sur la liste de vos témoins? Vous pouvez vérifier, Monsieur le Président. Très bien. Colonel Henry, je vous remercie. Vous pouvez disposer. Faites entrer Maître Demange. On attrape. Allez-y, mon vieux lieutenant. Ils avouent. Maître Demange. Je me suis emporté, mon général. Vous avez eu tort. Silence, à l'Orient. Maître Demange, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Maître, vous pouvez poser vos questions. Maître Demange, vous étiez bien l'avocat de Dreyfus devant le premier Conseil de guerre. Évidemment. Vous savez que Dreyfus a été jugé sur des pièces secrètes qu'il ignorait et qui ne nous ont pas été communiquées. C'est exact. Quand l'avez-vous su? Après le jugement. Ne vous a-t-on pas menacé de poursuite pour espionnage, si vous parliez? Si. Que pensez-vous d'un tel jugement? Je le considère comme illégal. Illégal? Oui, illégal. Pourquoi? La question ne sera pas posée. Parce qu'il y a eu violation de la loi. Maître Demange! Quelle violation? Maître Demange, ne répondez pas! Monsieur le Président, je vous répète que les militaires ne se sont pas gênés, eux, pour parler de l'affaire Dreyfus. Alors nous en parlons, nous aussi. Maître, je vous l'interdis! Je peux tout de même poser une question? Proposer une question. La voilà. Maître Demange dit que le jugement sur Dreyfus n'a pas été légalement rendu. Oui. C'est bien parce qu'un juge du Conseil de guerre le lui a dit. Ah oui, parbleu. Maître Demange, ne répondez pas. Alors, je vous demande, Monsieur le Président, de bien vouloir poser la question. La question ne sera pas posée. Messieurs les jurés, la preuve est faite. Un dossier secret a bien été communiqué au Conseil de guerre qui a condamné Dreyfus. Il y a eu illégalité, forfaiture. Et l'accusation contre Monsieur Zola s'effondre d'elle-même.
déshonorez l'Europe que vous mordez! Vous m'entendez? Taisez-vous! Ils ne triompheront pas longtemps, ces hommes. C'est la grande lessive. Ça, je crains que les jurés n'aient pas tout compris. Mais Albert a raison, il faut tirer la leçon de cette séance. Mais ça, j'y compte bien. Oui, mais comment? Jaurès. Messieurs les jurés, la conduite du procès qui a acquitté Esterhazy justifie les indignations les plus véhémentes de M. Zola. Vraiment, on condamne Dreyfus sur une pièce secrète. On l'a reconnu 10 fois. Cette pièce intéresse la défense nationale. Pire, elle peut même créer des difficultés diplomatiques. Eh bien, est-ce que ce n'était pas le premier devoir des gouvernements, depuis l'heure où le bruit avait couru qu'une pièce secrète avait été communiquée au juge d'un procès criminel, sans être communiquée à l'accusé? Est-ce que ce n'était pas leur premier devoir de s'assurer si cette violation de la loi avait été commise? Au pays de la Déclaration des droits de l'homme, un accusé ne peut pas être jugé sur une pièce secrète. Silence! Silence, voyons, silence! Je vous prie de ne pas vous adresser au public, mais aux jurés. Vous n'êtes pas à la chambre, monsieur Jaurès. Oh, pardon, monsieur le Président. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à désigner nommément le coupable. Vous l'avez vu, il s'appelle Mercier, ex-ministre de la Guerre. Le général Mercier n'a pas craint de prendre sur lui de faire condamner un accusé sans lui permettre de se défendre. Cela s'appelle forfaiture. Si de pareilles méthodes étaient tolérées, c'en serait fait de toute liberté et de toute justice dans ce pays. Alors, silence! 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 Je ne tolérerai plus aucune manifestation. C'est compris? Messieurs les jurés, M. Zola est en train d'expier par des haines passionnées ce noble service rendu au pays. Ses ennemis poursuivent en lui l'homme qui a annoncé dans Germinal l'éclosion d'une humanité nouvelle, la poussée du prolétariat misérable, germant des profondeurs de la souffrance et montant vers le soleil. Ils poursuivent en lui l'auteur de la débâcle, l'homme qui vient d'arracher l'état-major. Je dis bien l'état-major, à cette irresponsabilité funeste et superbe où se préparent inconsciemment tous les désastres de la patrie. Rendu à l'Allemagne! Misérable traître! Président! Mais c'est intolérable. Je vais lui répondre. Oui, mais restez calme. À mort, ces chiens de communards! Monsieur le Président! Allons! Rendu à l'ennemi! Mais mon général, il faut les faire taire, voyons! Monsieur le Président, ces manifestations sont intolérables! Silence, alors voyons, silence. On peut le traquer et le poursuivre. Devant lui, nous nous inclinons respectueusement. Vous gardez bien du juré, Zola. S'ils avaient à décider aujourd'hui, vous seriez acquitté. Vous en avez terminé, monsieur Jaurès? Oui, monsieur le Président. Je vous remercie, vous pouvez vous retirer. Monsieur le Président, je demande à revenir à la barre. Quoi? Vous ne vous y opposez pas? Non, laissons-le faire. Approchez, général. Nous vous écoutons, général. Messieurs les jurés, c'est à vous que je m'adresse. Ne vous laissez pas détourner de la vérité par le grand talent de M. Jaurès. Que voulez-vous que fassent les malheureux soldats qui seront conduits au feu par des chefs qu'on a cherché à déshonorer?
Il est là, le procès. Pas ailleurs. C'est à la boucherie qu'on conduirait vos fils. Mais M. Zola aurait gagné une nouvelle bataille. Il écrirait une nouvelle débâcle. Et il porterait la langue française dans une Europe dont la France aurait été rayée. Inacceptable, Monsieur le Président! Inacceptable, Monsieur le Président! Il semble que le général de Pellieux soit délégué ici par l'état-major pour mener les débats à la cravache! Mardi à la botte des Allemands! Un juif! À la salle d'avocat! Je mesure la portée de mes coups aux protestations qu'il soulève! Je réponds aux protestations que vous ne réprimez pas, Monsieur le Président. Vous êtes la preuve vivante de la collusion entre la Cour et l'armée. Je ne vous permets pas! Et je le prouve! Vous réprimez à bon droit les manifestations en faveur de M. Zola. Pourquoi tolérez-vous que les militaires, eux, applaudissent ostensiblement? Maître Laborie, je vous donne un avertissement. Je ne l'accepte pas, interdisez-moi! Non, alors je continue. Monsieur le général de Pellieux, vous êtes mon chef, je vous dois le respect. Mais je suis soldat comme vous. Au jour de la bataille, mon sang vaudra le vôtre. Et si j'ai moins de galon, j'aurai autant de courage. Vous et les autres généraux avaient clamé que Dreyfus était coupable. Je prétends, moi, qu'il est innocent. Ma parole vaut la vôtre, comme mon sang vaut le vôtre. Le drapeau français n'est la propriété de personne. Il appartient à tous. Bravo, silence, allons, voyons. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Vous n'avez pas terminé, général. Non, Monsieur le Président. Moi aussi, je veux la lumière. Et je reprends le mot du brave colonel Henry. Allons-y. Au début de l'affaire Dreyfus, nous avons eu au ministère la preuve absolue de la culpabilité de Dreyfus. Expliquez-vous. Sur mon honneur d'officier, cette pièce, je l'ai vue. Une interpellation de l'opposition devait avoir lieu à la Chambre pour mettre en doute la culpabilité de Dreyfus. Dites à Maître Laborie qu'il m'appelle à la barre. Montré un document. Le nom du capitaine Dreyfus y était mentionné en toutes lettres. Ce document disait: il va se produire une interpellation sur l'affaire Dreyfus. Ne dites jamais les relations que nous avons eues avec ce juif. Cette pièce provenait de l'ambassade d'Allemagne. Monsieur le colonel Picard désire revenir à la barre. L'ambassade d'Italie. Ne dites jamais les relations. Picard veut revenir à la barre. C'était adressé par l'italien Palizzardi à l'allemand von Schwarzkoppen. Voilà. Messieurs les jurés, cette pièce était signée. Signée. J'affirme ce fait sur mon honneur. Général de Pellieux. Général de Pellieux, en justice, une pièce n'a de valeur que si elle a été auparavant contradictoirement discutée, avec ou sans parole d'honneur. Vous venez de révéler un fait nouveau, capital. Alors cette pièce, montrez-la. Je demande la parole. Vous avez la parole, général. Je confirme complètement ce qu'a dit le général de Pellieux. Mais il faut de la prudence. On ne peut pas apporter ici une preuve de cette nature. Voyons. Montrez-la ou n'en parlez pas. Impossible de la produire ici. Bon, alors je demande le retour à la barre de monsieur le colonel Picard. Il est là, je suppose. Il est là, monsieur le président. Très bien. Colonel Picard, veuillez revenir à la barre, je vous prie. Colonel Picard, que pensez-vous de la pièce secrète dont vient de nous parler monsieur le général de Pellieux? C'est un faux. C'est indigne, colonel Picard. C'est un faux, mon général. C'est un faux. Voilà, messieurs les jurés, pourquoi on refuse de vous la montrer. La pièce est authentique. Fausse. Je trouve étrange l'attitude d'un monsieur qui porte encore l'uniforme de l'armée française et qui vient simplement ici pour accuser 3 généraux d'avoir fait un faux
ou de s'en être servi. Un officier français a son honneur, mon général. Et je dis ce qui est vrai. Sur mon honneur, je le répète. La pièce dont a fait état le général de Pellieu est un faux. J'en ai trop. Commandant d'être cassé. Présent, mon général. Allez chercher le général de Boisdeffre en voiture tout de suite. À vos ordres, mon général. Vive l'armée, mais pas tous ses chefs. Alors garde, faites évacuer la salle. Allez dire à de Pellieu que je file au ministère. Je doute que la séance reprenne aujourd'hui. Bien, mon général. Et cette fois, les voilà débusqués. Et maintenant, nous devons nous attendre à tout. Je ne vois pas quel mal il y aurait à montrer la note de Paddy Zardi. Si nous ne la montrons pas, nous accréditons l'idée que c'est un faux. Une lettre dérobée à l'ambassade d'Allemagne? C'est impossible, général. Mais enfin, pourquoi, au diable d'Allemagne? Cette pièce écrase d'un seul coup les révisionnistes. Ils sont en train de gagner leur procès. Si nous communiquons cette pièce, ils l'ont perdue. Nous ne pouvons pas communiquer une pièce de cette importance à des civils. Mais enfin, mon général... Bon. Eh bien, cette pièce ne sera pas produite. Au point où nous en sommes, j'irai moi-même à la barre demain. Et cette fois, ce sera définitif. Monsieur le juré, je serai bref. Je confirme en tout point la déposition de monsieur le général de Pellieu. Vous êtes le jury. Vous êtes la nation. Si la nation n'a pas confiance dans les chefs de son armée, dans ceux qui ont la responsabilité de la défense nationale, ceux-ci sont prêts à laisser à d'autres cette lourde tâche. Vous n'avez qu'à parler. Je ne dirai pas un mot de plus. Monsieur le Président, je vous demande la permission de me retirer. Pouvez-vous retirer, général? Monsieur le Président, j'ai des questions à poser au témoin. Le témoin suivant. Monsieur le Président, j'ai des questions à poser à monsieur le général de Boisdeffre. Vous n'avez pas la parole. Faites entrer le commandant Esterhazy. Alors, monsieur le Président, je vous demande la parole. Je ne vous donne pas la parole. Faites entrer le commandant Esterhazy. Je proteste. Protestez autant qu'il vous plaira. Vous convoquez le témoin suivant alors que je n'en ai pas fini avec le précédent. L'incident est clos. Mais monsieur le Président, j'ai des questions à poser à monsieur le général de Boisdeffre. Vous n'avez pas la parole. Je n'ai pas la parole, mais des généraux, eux, viennent ici tous les jours plaider, sanglés dans leur uniforme, avec leurs galons, leurs décorations. Vos propos sont inconvenants. Je n'accepte pas le mot inconvenant, c'est un fait. Ils viennent ici, couverts par l'autorité du drapeau français, que l'on confond à tort avec eux. À tort. Je dis bien à tort. Je dis bien à tort, car le drapeau français est l'emblème de la nation française, et non pas de l'état-major. Alors. Maître Laborie, vous n'avez pas la parole. Je la prends. C'est intolérable, monsieur le Président. Monsieur le général de Boisdeffre vient ici menacer le jury en lui disant que s'il acquitte monsieur Zola, cela entraînera la démission de tout l'état-major. C'est l'intrusion inadmissible de l'autorité militaire dans une affaire de justice. C'est un chantage, un coup d'État fomenté par monsieur le général de Boisdeffre pour impressionner le jury. Voilà pourquoi je demande à poser des questions à monsieur le général de Boisdeffre. Maître Laborie, dans votre plaidoirie, vous direz ce qu'il vous plaira. Mais pour l'instant, vous n'avez pas la parole. Vous étranglez la défense, monsieur le Président. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont je mène les débats, vous n'avez qu'à déposer vos conclusions par écrit. Ce sera fait dans un instant, monsieur le Président. Faites entrer le commandant Esterhazy. Allons. Monsieur le commandant Esterhazy est demandé à la barre. Oui. Je vous interdis tout éclat. Si cette garce de Boulrancy vient à la barre, je ne garantis rien. Ne vous inquiétez pas, commandant. Il ne viendra pas. Alors, pas d'éclat. Si ces canailles me poussent à bout, je leur casse la figure. Je vous l'interdis. Je vous demande votre parole d'officier. S'ils m'insultent, mon général. C'est un ordre. Très bien, mon général.
Va-t-on enfin faire entrer le commandant Esterhazy? Oui, monsieur le président, le commandant Esterhazy a été prévenu. Bon, alors pressons, je vous en prie. Il faut avant Esterhazy l'audition de Madame de Boulancy. Elle viendra pas. Elle n'osera pas. Je vais la chercher. Le commandant Esterhazy. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Vous appelez? Walsin Esterhazy. Vos prénoms? Marie-Charles Ferdinand. Quel est votre âge? 50 ans. Votre profession? Chef de bataillon d'infanterie. Je vous remercie. Maître Laborie, avez-vous des questions à poser aux témoins? Non, aucune, Monsieur le Président. Je n'ai de questions à poser qu'au général de Boisdeffre. Maître Laborie, avez-vous des questions à poser aux témoins? Non, Monsieur le Président, je n'ai de questions à poser qu'à Monsieur le général de Boisdeffre. Mais enfin, Maître Laborie! Monsieur le Président. Quoi encore? Madame de Boulancy est au palais. Nous tenons à son audition avant celle du commandant Esterhazy. Mais alors nous n'en finirons jamais! Son audition est capitale, Monsieur le Président. Elle doit pouvoir témoigner ici des lettres que le commandant Esterhazy lui a adressées. Bon, alors qu'elle entre! Mais elle n'ose pas entrer. On lui a adressé des lettres de menace de mort il y a quelques minutes. Ça ne regarde pas la cour. Je demande à Monsieur l'avocat général qui représente ici le gouvernement l'assistance de la force publique. Madame de Boulancy sera protégée comme les autres témoins. Je ne demande que 2 gardes, Monsieur l'avocat général. Elle sera protégée comme les autres témoins. Ni plus ni moins. Mais enfin, Monsieur l'avocat général... Maître, n'insistez pas. Je prends acte que le représentant du gouvernement refuse de faire protéger un témoin. Alors, Maître Laborie, avez-vous des questions à poser aux témoins? Non, Monsieur le Président, c'est au général de Boisdeffre que j'ai des questions à poser et à personne d'autre. Soit! Alors j'interrogerai moi-même le témoin. Je vous demande la permission de faire une déclaration jurée avant de vous répondre. Vous pouvez, vous avez l'autorisation. Un misérable, Monsieur Mathieu Dreyfus, a osé m'accuser d'être l'auteur du crime qui a fait punir son frère. J'ai été acquitté à l'unanimité. Aujourd'hui, je suis traité non pas comme un témoin, mais comme un accusé. Je suis Tout se passe bien. Pour l'instant, oui, mon général. qu'il plaira à la cour de m'adresser. Quant à ces gens-là, je ne leur réponds pas. Il est beau, mon ami, comme il est incroyable. C'est un soldat magnifique. Quel personnage. Maître Laborie, avez-vous des questions à poser aux témoins? Non, Monsieur le Président, je termine mes conclusions concernant le général de Boisdeffre. Madame de Boulancy est évidemment rentrée chez elle. Nous le regrettons pour vous. Mais je demande l'audition du médecin qui l'a visité. Oh. Il est là. Bon, alors qu'il entre et qu'on en finisse. Je vais dire la vérité, toute la vérité, avec la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Qu'avez-vous à nous apprendre? Que Madame de Boulancy va mieux, nous le savons. Madame de Boulancy vient de me répéter que les lettres du commandant Esterhazy sont authentiques. C'est tout? C'est tout, Monsieur le Président. Je vous remercie, vous pouvez vous retirer. Maître Laborie, avez-vous des questions à poser aux témoins? Non, Monsieur le Président, je n'ai posé mes conclusions concernant le général de Boisdeffre. Je n'ai de questions à poser qu'à lui. Oui, la Cour a statué. Greffier, donnez lecture de l'arrêt. Le président a eu raison de refuser à la défense de nouvelles questions sur l'affaire Dreyfus au général de Boisdeffre. Alors, Maître Laborie, vos questions. Je prends acte que le refus de la Cour laisse peser sur le jury la pression, la menace qui exerce Monsieur le général de Boisdeffre. Prenez acte de ce qu'il vous plaira, mais vos questions, Maître Laborie. Monsieur le commandant Esterhazy a été acquitté par ordre par le dernier conseil de guerre comme n'étant pas l'auteur du bordereau. Monsieur le commandant Esterhazy peut-il toutefois nous dire ce qu'il pense de l'écriture du bordereau? N'est-elle pas de sa main? Je ne répondrai à aucune question posée de ce côté.
Et dans la situation du commandant Esterhazy, c'est évidemment la seule attitude possible. S'il vous plaît. Commandant Esterhazy, vous avez bien connu Madame de Boulancy. Elle a été votre confidente. Vous n'aviez pas de secret pour elle. Quand vous étiez loin, vous lui écriviez. Que pensez-vous de certaines de vos lettres à elle adressées et publiées dans Le Figaro? Vous ne répondez pas. Alors, en ce qui me concerne, Monsieur le Président, j'en ai fini avec le commandant Esterhazy. Ah, mais je crois que Maître Clémenceau a, lui, quelques questions à poser aux témoins. Soit, allons-y. Et en effet, le témoin connaît-il Madame de Boulancy? Commandant, voulez-vous répondre à cette question? Aucune, Monsieur le Président. Le témoin, accusé d'avoir écrit le bordereau, mais pourtant acquitté par le récent Conseil de guerre, n'a-t-il pas écrit à Madame de Boulancy: les Allemands mettront tous ces gens-là, il s'agit des Français, les Allemands mettront tous ces gens-là à leur vraie place avant qu'il soit longtemps. Je vous en prie. Le témoin, accusé d'avoir écrit le bordereau, mais pourtant acquitté par le récent Conseil de guerre, n'a-t-il pas écrit à Madame de Boulancy: nos grands chefs poltrons et ignorants iront une fois de plus peupler les prisons allemandes? Alors, silence. Si ce soir on venait me dire que je serais tué demain comme capitaine de Hullan en sabrant des Français, je serais parfaitement heureux. C'est incroyable. C'est horrible. Ne nous étonnons pas de ces clameurs, car nous savons qu'on ne peut pénétrer dans cette salle qu'en uniforme ou porteur d'une carte d'officier. Alors, s'il vous plaît. Continuez. Je ne ferai pas de mal à un petit chien, mais je ferai tuer 100 000 Français avec plaisir. À la scène, l'avocat! Ordure! Tous ces généraux ont encore la botte prussienne marquée au bas du dos. Alors. Comme tout cela ferait triste figure dans un rouge soleil de bataille, dans Paris pris d'assaut et livré au pillage de 100 000 soldats ivres. Voilà une fête que je rêve, ainsi soit-il. C'est l'intention des faux! Bravo Albert, et vas-y. Silence, allons. Un peu de discipline. Silence, regagnez vos places, allons. Silence, messieurs de la tenue. Vous avez terminé? Non. Le témoin prétend-il toujours que Madame de Boulancy est une faussaire? Que Madame de Boulancy est une folle? Plus de questions, maître? Aussi. Le témoin n'a-t-il pas écrit: le général Saussier est un clown dont les Allemands ne voudraient pas chez eux dans des baraques de foire? Allons, le beau spectacle ici. Saussier, doit lui avoir le respect au général Saussier. 25 campagnes en Afrique. Bravo, évidemment. Mais vous allez vous taire. Qui vous protégerait? S'il y avait l'envahisseur, qui vous protégerait? On n'entend que vous.
On l'a déjà Nous sommes entendu. des défenseurs de la patrie. Nous aussi, nous la défendons, la patrie. Oui, en la salissant, en la traînant dans la boue, dans le ruisseau. Alors. Bien calme. Alors. Le commandant Esterhazy n'a-t-il pas toujours eu d'excellentes notes de ses chefs? Peut aspirer aux grades élevés de la hiérarchie, officier supérieur de la plus haute distinction, moralité très bonne, jugement sûr. Esterhazy, dans quelles conditions la dame voilée vous a-t-elle remis le document libérateur? Au ministère de la Guerre, on vous a remis un reçu? Avez-vous eu des relations avec monsieur le colonel von Schwarzkoppen, attaché militaire à l'ambassade d'Allemagne? Pas un mot de politique extérieure. Le journal La Patrie a imprimé que le commandant Esterhazy a reconnu avoir eu des rapports peu fréquents, mais non cachés, avec monsieur le colonel von Schwarzkoppen. Est-ce vrai? La question ne sera pas posée. On ne peut pas parler dans une audience de justice d'un acte accompli par un officier français. Il y a quelque chose au-dessus. L'honneur et la sécurité du pays. L'honneur du pays permet à un officier d'accomplir de tels actes, mais ne permet pas qu'on en parle. Je n'ai plus de questions à poser à monsieur le commandant Esterhazy, qui a été récemment acquitté par le dernier conseil de guerre. Je vous remercie, commandant, vous pouvez vous retirer. Esterhazy est un traître. Admirable, Esterhazy. Il a été excellent, colonel. Je salue bien bas le martyr des Juifs. Vous avez été splendide. Allons, dit-on. J'éprouve. Je salue l'uniforme français. L'honneur est pour moi, monseigneur. Regardez bien cela. Le prince Henri d'Orléans, le prétendant au trône de France. Esterhazy, c'est sans doute une fripouille, mais il a du cran. Bonsoir, monsieur. Marchez enfin. Détends-toi. Ce procès me torture, Jeanne. Rester en place sur une chaise pendant des heures, là. Enfin, tu me connais, je suis nerveux, moi, j'étouffe. Cette promenade te fera du bien. Oui. Les
Ils ont osé porter en triomphe un Esterhazy. Mais ce soir, n'y pense plus. Oui. Oui, tu as raison. C'est pas possible. Quoi? C'est Madame Hortense, ma corsetière. Elle aussi. C'est une terrible maladie, Jeanne. Elle ne me verra plus. Qu'est-ce que c'est? Il faut filmer. Viens par ici. Il y a un passage. Je le connais, il y a une autre sortie. Qu'est-ce que c'est? Ah! Cette fois, nous sommes pris. Relève ton col. Mais nous ne sortirons pas vivants. Viens par ici. Il a fermé boutique, payé pour les grenades, le combien des humains, au nom d'en il nous a fait à croire qu'il lui avait vraiment, que lui ce n'est pas non. Ah la la la, ah 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 ah, c'est une grenade, à gage pour l'eau cousin. Ton âme est un béni, c'est elle pour son pudeur. Le français n'a pas le cœur, il cherchait le scandale pour jouir en vrai vandale. Sa vie se faisait de gens en propos d'infamant. Ah la 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 la, ah 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 ah, c'est une grenade, un gage pour la couleur. Ah la la la, ah 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 ah, gage pour la couleur, pour la bagagouilla. Elle dit termine la gloire, vraiment c'est un va croire. Avoir pu d'être un vieux et tomber dans les lieux, c'est encore de la chance de finir dans les ans, de titre par menteur, la mer porte bonheur. Ah la la la, ah 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 ah, c'est Pizola, la casse sur le foulard. Ah la la la, ah 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 ah, le maquilla, de la bagagouilla, le gars dans la moustache, avec tout ça à gaille, en Suisse il est parti. Et ça m'en a fait rire, souhaitant le renvoyage, et qu'il fasse tout le mal. Émile, vous aviez oublié. C'est Mardi Gras.
L'horrible foule. La justice humaine ne vaut pas davantage. Mon Dieu, que j'ai eu peur. Monsieur Zola, votre coup est manqué. Sachez qu'on ne peut pas remettre en cause la chose jugée. Et bien jugée. Dreyfus est coupable. Et le commandant Esterhazy est innocent. Non, messieurs les jurés, il n'est pas vrai qu'il se soit trouvé un officier pour peser sur la conscience des juges. Non, il n'est pas vrai qu'il se soit trouvé 7 officiers qui aient jugé contre la conscience. Les prévenus sont seuls à oser crier cette infamie. Votre verdict, messieurs les jurés, proclamera leur mensonge. Le pays tout entier l'attend. Alors, silence! Alors, silence! Maître Laborie, voulez-vous commencer votre plaidoirie aujourd'hui? Monsieur le Président, je demande à votre pouvoir discrétionnaire d'autoriser Monsieur Zola à faire une déclaration préalable. Ce sera long. Non, Monsieur le Président. Nous vous écoutons, Monsieur Zola. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que je peux me rendre à la barre, Monsieur le Président? Mais je vous en prie, Monsieur Zola. Il y a quelques jours à la Chambre, le président du Conseil, Méline, a osé déclarer qu'il remettait au jury de ce procès la défense de l'armée. Oui, la défense de l'armée. C'était de vous qu'il parlait, messieurs. Ainsi comme le général Billot avait chargé le Conseil de guerre d'acquitter Esterhazy, le président du Conseil vous donne l'ordre de me condamner. Monsieur Méline n'a donné aucun ordre. C'est véritablement un ordre. Je dénonce à la conscience des honnêtes gens cette pression des pouvoirs publics sur la justice du pays. Nous verrons, messieurs, si vous obéissez. Il n'est pas vrai que je suis ici par la volonté de monsieur Méline. Si je suis devant vous, c'est que je l'ai voulu. Et je l'ai voulu pour que la France enfin sache tout et se prononce. Mon acte n'a pas eu d'autre but. Ma personne n'est rien. J'en fais le sacrifice. Satisfait simplement d'avoir mis entre vos mains non seulement l'honneur de l'armée, mais l'honneur en péril de toute la nation. Monsieur Méline a donc cru dicter votre arrêt en vous confiant l'honneur de l'armée. C'est au nom de cet honneur de l'armée que je fais appel moi-même à la justice. Je donne à monsieur Méline, président du Conseil, le plus formel démenti. Et la débâcle? Je n'ai jamais outragé l'armée. J'ai dit au contraire mon respect pour la nation en armes. La nation en âme qui est tout le peuple, et qui demain se porterait aux frontières si la patrie était attaquée. Ce sont quelques individualités des bureaux de la guerre qui ont compromis l'armée. Est-ce donc outrager l'armée tout entière que de le dire?
Ce sont ceux-là qui déshonorent l'armée nationale lorsqu'ils mêlent les cris de vive l'armée à ceux de mort aux Juifs et de vive Esterhazy. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un grand Dieu, peuple de Saint-Louis, de Bayard de Condé et de Hoche, c'est une honte que seul notre effort de vérité et de justice peut laver. Je ne tolérerai plus aucune manifestation. Si vous me condamnez, messieurs, par ordre, je sais ce qu'il y aura au fond de votre verdict. Le désir de calmer le pays, le besoin que les affaires reprennent, la croyance qu'en me frappant, même injustement, vous allez arrêter une campagne qui nuirait à la France. Eh bien, vous vous tromperiez. Ce dont la nation meurt, c'est de l'obscurité où on s'entête à la laisser. C'est de l'équivoque où elle agonise. Je ne défends pas ma liberté. En me frappant, vous ne feriez que me grandir. Qui souffre pour la liberté et la justice devient auguste et sacré. Ai-je la mine d'un vendu, d'un menteur ou d'un traître? Je suis un libre écrivain qui a donné sa vie au travail et qui rentrera demain dans le rang quand la justice aura éclaté, quand l'innocence de Dreyfus aura été reconnue. Alors. Vous ne le savez pas encore, mais la vérité court les ambassades. Elle sera demain connue de tous. Au-delà de l'affaire Dreyfus, il s'agit désormais de savoir si la France est encore la France des droits de l'homme, celle qui a donné la liberté au monde et qui devait lui donner la justice. Dreyfus est innocent, je le jure. La preuve. Alors, je vous en prie, silence. J'y engage ma vie. J'y engage mon honneur. Devant vous, messieurs qui représentez la justice humaine, devant la France, devant le monde entier, je jure que Dreyfus est innocent. La S'il vous plaît, silence. Par tout ce que j'ai conquis, par mes 40 années de travail, par le nom que je me suis fait, par mes œuvres qui ont aidé à l'expansion des lettres françaises, je jure que Dreyfus est innocent. Que tout cela croule, que mes œuvres périssent. Si Dreyfus n'est pas innocent, il est innocent. On peut me frapper ici. Un jour, la France me remerciera d'avoir aidé à sauver son honneur.
Pas encore. Laborie termine sa plaidoirie, puis ça va être le tour de Georges Clémenceau. Je file au journal rédiger mon article. Vous allez avoir du mal à passer, hein? Vous les entendez? Dehors, c'est l'émeute. Ils sont d'autant plus furieux qu'ils ont appris la création de la Ligue des droits de l'homme par les intellectuels. Par ordre! Oui, par ordre! Par leur chantage, monsieur le général Gons, monsieur le général Mercier, monsieur le général de Pellieu, monsieur le général de Boisdeffre viennent de vous donner l'ordre de condamner Zola. En la quittant, vous donnerez l'exemple du courage. Cet homme est l'honneur de la France. Zola condamné, c'est la France se frappant elle-même. Que votre verdict, messieurs les jurés, signifie d'abord vive l'armée. Moi aussi, je crie vive l'armée. Mais je veux crier aussi vive la République et vive la France. Vive le roi! Dreyfus, traître ou non, a été condamné sur une pièce secrète qui ne lui a pas été soumise. Oseriez-vous déclarer que parce qu'il est juif, il n'a pas le droit d'être jugé comme tout le monde? Messieurs, quel que soit votre jugement, vous n'avez pas à vous prononcer sur l'innocence de Dreyfus. Tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'il y a eu un jugement qui n'a pas été rendu dans les formes légales. Or, c'est ce qui a été démontré d'une manière éclatante au cours de ces débats. Et à cela que nous objecte-t-on quand l'heure des disputes et des injures est passée? Que nous objecte-t-on? La chose jugée. Regardez bien, messieurs. La chose jugée. La voilà. La voilà. La chose jugée. On l'a mise au-dessus du juge, pour qu'il ne soit point troublé de cette vue. Et c'est à l'autre bout de la salle que devait être placée cette image, afin qu'avant de rendre sa sentence, le juge eût devant les yeux l'exemple d'erreur judiciaire que notre civilisation tient pour la honte de l'humanité. Messieurs, vous n'avez rien à ajouter? Non, Monsieur le Président. Je déclare que les débats sont terminés. Le jury peut se retirer pour délibérer. La séance est suspendue. Maître, ça va être long. Nous ne savons pas, Monsieur Zola. Il faut attendre ici. On n'attendra pas longtemps. L'acquittement de Zola, c'est la France livrée aux Juifs. L'heure de l'action libératrice a sonné. Nous le déclarons ici solennellement et nous en prenons l'engagement. Si le jury acquitte M. Zola, la population patriote de Paris fera elle-même la justice. Mais attention, messieurs les jurés, il faut que vous sachiez que nous connaissons vos noms, vos adresses, et que nous ne tolérerons jamais une pareille infamie. La police, c'est nous. La justice,
C'est nous! On dirait qu'il réclame de la viande. C'est long. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le diktat de Boisdeffre est redoutable. C'est nous ou c'est l'armée? Eux, ils ont choisi, et sans hésitation. Si nous sommes acquittés, nous n'en sortirons pas vivants. Oh, rassurez-vous, il n'y a aucune chance. Mon pauvre Alexandrine, dans quoi t'ai-je entraîné? Ne regrette rien, Émile. Tu as bien fait. Oui, tu as bien fait. L'audience est reprise. Prenez vos places, s'il vous plaît. Laissez les jurés vite en place. Alors, vite, tout le monde assis. Pressons, pressons. Messieurs les jurés, vous avez à répondre à la question suivante. Monsieur Perrinx, en qualité de gérant du journal L'Aurore, et Monsieur Zola, en qualité d'auteur de l'article, sont-ils coupables d'avoir diffamé le conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris? Monsieur le chef du jury, pouvez-vous nous donner la déclaration du jury? Sur mon honneur et sur ma conscience, la déclaration du jury en ce qui concerne M. Perrinx est oui à la majorité. En ce qui concerne M. Zola, oui à la majorité. Voici l'arrêt de la cour. Levez-vous! Monsieur Perrinx, gérant de l'Aurore, est condamné à 4 mois de prison et à 3 000 francs d'amende. Monsieur Émile Zola est condamné à 1 an de prison et à 3 000 francs d'amende. Zola au maximum! Vive la justice! Vive la France! On aura sa peau, Zola! On l'aura! La justice française, lâchez-vous!
que Hannibal. Le scorpion Zola, écrasé par la griffe vengeresse du lion de l'armée. Mais il m'arrange bien. Mais le monde entier est avec toi, Émile. Les Italiens, les Russes, les Américains, les Suédois, la presse anglaise, Mark Twain. Et moi, je suis ligoté, bâillonné, pieds et poings liés. Mais ton procès, tu l'as gagné. Comment? Mais j'ai été condamné au maximum. Mais c'est toi qui as gagné aux yeux de l'opinion publique. Tout ce qui est honnête dans le monde et en France est bouleversé. Mais regarde, Émile, tous ceux qui ont signé avec toi l'appel des Dreyfusards. Langevin, Lucien R, Psychari, le pasteur Monod, Mirbeau, Metterlinck, Verhaeren, Paul Fort, Anatole France, Charles Péguy, Jules Renard, Claude Monet, Léon Blum, Courteline. Mais ils sont des centaines. Tu n'es plus le seul. Plus on te frappe et plus on te grandit. Tu as donné du courage à tous les honnêtes gens. Et la justice a cassé ton procès. La justice? La justice est aux ordres. Il n'y a eu de cassation que sur la forme. Les poursuites ne devaient pas émaner du gouvernement, mais du conseil de guerre que j'avais mis en cause. Et c'est pour ça qu'ils ont cassé le procès. Et rien d'autre. Parce qu'ils avaient commis une erreur de forme. Et maintenant, je suis assigné à nouveau, mais par le conseil de guerre. Et ils en profitent. Ils n'ont même pas retenu les 15 lignes de j'accuse, mais 6! 6 lignes seulement. C'est encore plus ignoble. Aussi longtemps que ce pouvoir sera ce qu'il est, il ne pourra pas y avoir de justice dans ce pays. Mais les élections approchent. Tout peut changer. Tout peut changer. Peut-être. On peut s'attendre à un joli coup de chien.
gauche a gagné les élections. Qu'est-ce que tu appelles la gauche, Millerand? Le centre? Nous étions 37, nous sommes maintenant 57. Oui, mais les radicaux ont doublé leur siège. Méline est renversé. Qui le remplace? Brisson. Qui est ministre de la guerre? Cavaignac, le fils du fusilleur de 48. Mais c'est un républicain. Un représentant de la bourgeoisie, c'est tout. Celle qui a choisi la République. La victoire des républicains contre la droite conservatrice d'Ancien Régime, c'est un pas en avant, non? Mais les oppresseurs sont toujours les mêmes. Ils ont changé de drapeau. Voilà tout. Le capital choisit la République parce que, comme l'a dit Thiers, c'est le régime qui le divise le moins. C'est la République de l'oppression du prolétariat, de l'oppression des peuples, des conquêtes coloniales. Nous avons invité M. Zola à notre réunion. Nous le remercions d'avoir accepté. Les décisions que nous avons à prendre le concernent directement. Je vous remercie de votre marque de confiance, elle me touche beaucoup, mais je ne suis pas un politique, alors je vous prie de m'excuser. Je ne vous suis pas toujours très bien. Monsieur Zola, un certain nombre d'entre nous s'est engagé à vos côtés quand vous avez été attaqué. Et cela malgré la position du parti qui ne voulait pas s'engager sur l'affaire Dreyfus. Pour ma part, je ne le regrette pas. Oui, mais tu as été battu à Roubaix. Et Jaurès à Carmont. Votre généreux combat m'a beaucoup touché, mais Dreyfus est encore au bagne, à l'île du diable, et il est innocent. Les enfants qui travaillent dans les usines, eux aussi sont innocents. Et ils sont au bagne. Les femmes qui travaillent 11 heures par jour dans les filatures, est-ce qu'elles ne sont pas au bagne? Les mineurs qui descendent dans l'enfer des mines, est-ce qu'ils ne sont pas au bagne? Toute l'humanité est au bagne. Et nous luttons pour libérer toute l'humanité de l'oppression capitaliste. Oui, je sais tout cela, mais actuellement, nous nous battons pour la libération de Dreyfus. Pour le respect des droits de l'homme et pour le respect de la démocratie. La démocratie, Gued, c'est aussi le combat de la classe ouvrière. Le combat de la classe ouvrière, c'est l'écrasement de la bourgeoisie. Et la conquête du pouvoir par le prolétariat, qui seul pourra garantir l'existence d'une véritable démocratie. Mais en libérant Dreyfus, nous abattons l'armée de classe, qui est le rempart du pouvoir bourgeois. Nous sommes en pleine équivoque, Jaurès. Poursuivre ce combat sur Dreyfus, c'est se retrouver aux côtés de la bourgeoisie libérale qui a changé de bord et qui est devenue dreyfusarde. Nous sommes en pleine équivoque. Poursuivre dans ce sens, c'est la collaboration de classe. On nous a fait déjà des ouvertures. Quand verrons-nous Mitterrand ministre? Mais l'entrée d'un ministre socialiste dans un gouvernement républicain aurait un retentissement énorme dans le peuple. Alors, tu veux être socialiste ministre? Mais pourquoi pas? Tu seras ministre et n'auras plus de socialiste que le nom, un otage. Dogmatique. Et que devient le parti dans tout cela? Oui. Que devient le parti? Gued, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais une question me préoccupe. La liberté, la démocratie. Mais il ne peut y avoir de liberté et de démocratie sans la victoire du prolétariat, que nous ne devons pas compromettre. Mais la lutte pour la liberté est un combat de tous les jours. Le peuple donne l'exemple de la lutte pour la liberté. La liberté, c'est son enfant. Il n'y a pas de socialisme sans liberté. Il faut défendre Dreyfus pour défendre la liberté. Dans les circonstances présentes, Jaurès, ta position est idéaliste. Le parti ne peut pas te suivre. Il n'en a pas le droit. Alors vous m'abandonnez. Excusez-nous, mais nous ne pouvons pas compromettre notre combat. C'est à désespérer l'humanité. Eh bien, je me battrai seul à Versailles. Non.
Non, Zola, pas seul. Que l'on n'engage pas le parti, soit. Mais moi, à titre personnel, je continuerai à vos côtés. C'est encore loin? Encore 7 kilomètres. Ça va vite, mais c'est long. Ah, ils nous suivent toujours. Ils ont une George Richard de cette année. Oui. Ils doivent faire au moins du 30 km à l'heure. Ne vous laissez pas distancer. Hein. Ah, mais c'est ce que je peux, maintenant, à 4 ans, inspecteur. Oh, l'administration. Eh oui, la police assure votre protection, mon cher Zola. Tout à l'heure, peut-être votre arrestation. Nos gendarmes ont du mal à suivre. Ah, mais ça, je m'en fous. Ils n'ont qu'à pédaler. Allez, mon vieux, allez. Ah, c'est près de midi. C'est pas faim? Si. C'est bientôt l'heure de déjeuner, non? Ah, je ne me le pardonnerai jamais. Drummond m'a provoqué en duel et je l'ai loupé. Lui aussi, d'ailleurs. Il tire aussi mal qu'il écrit. Seulement moi, je perds la main. Oui, mais Picard, dans son duel avec Henri, lui, il l'a blessé au bras. Ah, ça fait une moyenne. Eh oui, la France est à feu et à sang. Mais tous ceux qui comptent en France et dans le monde, tous ceux-là sont avec vous. Vous avez l'air bien gai, Zola. Oui, je me sens très bien. Il n'y a pas tellement de quoi. Comment? Mais la gauche a progressé aux élections. On parle d'un ministre socialiste. J'ai bon espoir, moi. Vous en faites des têtes, tous les trois. On dirait que vous voulez m'emmener à l'abattoir. Il y a un peu de ça, oui. Vous aussi, Laborie? Enfin, je ne comprends pas. Le président du Conseil est favorable à la révision. Brisson, et oui, il me l'a fait savoir. Enfin, vous le savez bien, Clémenceau, le climat a changé. Un bon conseil, Zola, vous devriez rester fidèle à votre idée de ne pas faire de politique. Ah oui? Non, vous n'y comprenez rien. Enfin, la situation est quand même meilleure que cet hiver à Paris. Elle est pire. Enfin, quoi? La gauche prend le pouvoir. Et où sont vos amis socialistes qui ont fait campagne en défendant Dreyfus? Hein? Sur le carreau. La grande bourgeoisie, Zola, celle qui ne vous a pardonné ni la débâcle, ni Germinal, ni Paubouille, a simplement changé de défenseur. Parce que la droite lui semblait user qu'Avignac est ministre de la guerre. Et c'est lui qui a encore restreint l'acte d'accusation pour diffamation. 6 lignes au lieu de 15. Le nom de Dreyfus ne pourra même plus être prononcé. Alors, inspecteur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend. Ils n'en sont pas encore au dessert. Ah, ça, je vous remercie, oui. Je vois. Ils ne sont pas dans l'administration, ils ont prévu leur déjeuner, ils ont de la chance, eux. J'aimerais quand même bien savoir comment est ce nouveau président. Il est pire que le premier. Ah bon?
Il s'appelle Périvier. À chaque fois que vous allez ouvrir la bouche, il va vous dire... La question ne sera pas posée. Ah non, pire. Il va vous dire, avez-vous la preuve de l'ordre donné au Conseil de guerre? Si oui, montrez-la, sinon, taisez-vous. Mais... alors nous, là-dedans? Eh bien, dès l'entrée, nous attaquons pour faire sauter le verrou. Monsieur le Président, les affaires Zola et Dreyfus sont inséparables. L'affaire Dreyfus est en cassation. Je demande donc la suspension des débats jusqu'à la décision de la Cour de cassation. La Cour rejette votre demande. C'est parfait. Les débats peuvent commencer. C'est le moment. Allez. Greffier, veuillez lire l'acte d'accusation. Enfin, et messieurs, mais qu'est-ce que ça signifie? Maître, je vous prie, expliquez-vous. Dans les conditions qui nous sont faites, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas assister au débat. Silence! Silence! La séance est levée. Les débats reprendront dans 1 heure. En avant! Allez, partez! C'est la réconciliation nationale! Vive Zola! Vive Zola! Vive Zola! Mais qui êtes-vous, monsieur? Charles Péguy, écrivain! Arrêtez-le! Vive Zola! Alors, bon sang! Démarrez, bon Dieu! Ah ben, c'est ce que je fais, inspecteur! Vous croyez pas que je vais y aller à pied, non? Ils vont nous échapper! Voulez-vous m'écouter un instant, Zola? Oui. Bon. Alors, supposons que vous ne partiez pas. Je ne partirai pas. Non, je vous en prie. Vous ne partez pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Un huissier vient vous signifier l'arrêt que ces messieurs de Versailles viennent de rendre. Bon, bah, j'irai en prison. Non. Quoi? Non, Comment? non, non, pas encore. Non, nous refaisons appel. Un 3e procès s'ouvre. Vous êtes condamné. J'ai l'habitude. Oui. Oui, mais cette fois, vous êtes condamné définitivement. Sans que l'on ait besoin de vous signifier personnellement l'arrêt. Que vous soyez là ou vous n'y soyez pas. On n'a pas besoin de vous toucher personnellement pour que le jugement soit enregistré. Vous êtes condamné définitivement. Donc, pour la loi, l'affaire est classée. Elle est idiote, cette loi. Laissez-moi continuer. Alors, pour que l'affaire reste ouverte, il suffit que l'huissier ne puisse pas vous toucher maintenant. Ouais, il peut m'écrire. Non, non. Non, ça doit être physique. Et alors, en vous faisant disparaître, nous bloquons toute procédure. Indéfiniment. C'est peut-être très habile, Lavori, mais la justice des tribunaux, je l'ai vu de près. Je suis écœuré. Puis toutes ces ruses m'exaspèrent. On me condamne, et bien que j'aille en prison. Je suis l'homme de la cellule, comme Blanqui, au moins je pourrais travailler. Laissez-moi parler! Voilà des mois que je ne peux plus écrire. Je veux écrire mon roman, Fécondité, et vous m'en empêchez. Et puis je ne veux plus me cacher, là. Fuir, filer sous la protection de la police, comme tout à l'heure. J'irai en prison. Je veux aller en prison. Je n'en démordrai pas. Je rentre rue de Bruxelles et j'attends votre huissier. Bonsoir, messieurs. En refusant de partir, Zola, vous vous faites l'allié de Cavaignac. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Je ne vous permets pas, Clémenceau. Et du même coup, vous bouclez à jamais les fers du bagnard Dreyfus. Et avec l'affaire Zola se termine l'affaire Dreyfus. À jamais enterré. Dreyfus aussi, d'ailleurs. Lavori, dites-moi que ce n'est pas vrai. Si, Zola. Hélas. Si.
exilé. Et vous êtes fou. Et mes enfants? Alexandrine qui est malade. Je ne sais même pas si j'ai dit au revoir à mon pauvre petit chien. Je rêve. Dans des circonstances plus graves, Voltaire et Hugo... Ah, fichez-moi la paix avec Voltaire. Je ne suis pas Voltaire. Je ne suis pas Hugo. Je n'ai besoin de personne pour prendre mes décisions. Je ne veux pas être lâche. Le courage me coûte assez cher pour que je tienne au peu que j'ai. Zola, il y a des moments où le vrai courage consiste à accepter de paraître lâche. Il y a un très bon train à 9h21, gare du Nord. Où va-t-il, ce train? Londres. Je ne sais pas un mot d'anglais. Votre billet. Quel homme pratique vous êtes, Clémenceau? Je vous en prie, monsieur Zola. Si je m'attendais à ça. Alexis Montbron, voulez-vous faire un saut rue de Bruxelles? Vous passerez rue du Havre, bon, hein? Vous avez du papier? Il est déjà près de 8 heures. Ah, écoutez, vous allez tout de même me laisser écrire une lettre, non? Chère Jeanne, l'affaire a tourné de telle façon que je suis obligé de partir ce soir pour l'Angleterre. Ne t'inquiète pas. Je te confie les enfants. Je vous embrasse bien tendrement, tous les trois. Qu'est-ce que tu as, maman? Rien. Alors pourquoi tu pleures? C'est rien. Tu viendras ce soir, papa? Non, ma chérie. Alors, il viendra demain? Oui. C'est ça. Demain.
Laborie, vous venez dès que vous pouvez. Hein? Je ne compte que sur vous. Tranquillisez-vous, Zola. Je te demande pardon, Alexandrine. Quelle vie je te fais mener. Mais non, mais non. Tu comprends, Alexandrine, je ne pouvais pas faire autrement. Oui, oui. Je comprends. Et toi, sois bien prudente. Mais oui. Tu prendras bien soin de toi, hein? Caresse bien Hector Pimpin pour moi. Oui. Quel pauvre petit chien. En fait, vite, Zola, ce serait trop bête de vous faire repérer ici, maintenant. Émile, ta valise. Ah. Tiens, je t'ai mis une chemise de nuit et puis des mouchoirs. Enfin, tout ce que j'ai trouvé. Bon voyage, Zola. Tu écris, hein, tout de suite, dès que tu arrives. Vous venez vite, hein. Comptez sur moi. Je peux pas y croire. Tu donnes des nouvelles, hein, tout de suite, tout de suite. Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Au revoir. Bon voyage, Zola. Allez, venez, Madame Zola.